Très bien. Donc, nous allons commencer ce débat qui fait suite à ce qu'on a commencé hier. On va essayer d'explorer les diverses dimensions du paysage, qui est le thème d'Agora cette année, avec Bas Metz comme commissaire d'exposition. Hier, les débats nous ont parlé beaucoup de la façon dont les artistes, par les représentations du paysage qu'ils nous donnent, nous apprennent à le voir, voire éduquent notre regard. Bas aime bien citer Oscar Wilde parlant de Turner, qui nous a appris à voir les brumes de la Tamise. Auparavant, peut-être on ne voyait pas. C'est aussi la raison pour laquelle ça fait venir un tableau de Joachim Patinir, qui est considéré comme l'inventeur du paysage en peinture à la Renaissance. Cette façon dont les artistes nous donnent à voir le paysage et nous éduquent le regard d'une certaine façon peut aller jusqu'à nous faire voir l'invisible en quelque sorte, et même peut-être les paysages qu'on n'a pas encore vus. Alors aujourd'hui, on a décidé d'essayer d'aborder un autre aspect de la question, c'est quand les artistes se mêlent directement d'intervenir dans le paysage, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se joue? Eh bien, merci à nos invités d'avoir accepté d'en parler. Et je passe la parole à Arnaud Paillard pour animer ce débat. Bonjour à tous. Merci d'être venus sur ce débat sur ce que la création artistique fait au paysage. Donc, il ne sera pas question ici de parler d'œuvres d'art qui viennent simplement embellir la ville ou le paysage. On va essayer de parler d'une construction du paysage par la création artistique, de voir comment ce paysage est créé, comment il est modifié par la création artistique. Est-ce qu'il s'agit d'une construction planifiée, d'une construction anarchique? Comment ce paysage est créé? Alors moi j'aimerais, si vous me permettez, commencer par une citation en guise de préambule d'un architecte autrichien qui s'appelle Camille Aucite, qui a écrit en 1889 une ville doit être bâtie de façon à donner à ses habitants la sécurité et le bonheur. Pour atteindre ce but, la science d'un technicien ne suffit pas, il faut le talent d'un artiste. Alors, je trouve ça intéressant parce que d'emblée, ça pose la question de la construction du paysage comme quelque chose de sensible et d'artistique et pas de fonctionnaliste. Et surtout de subjectif. Alors, Gilles Tiberghien, vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à Paris 1. Vous êtes au comité de rédaction des carnets du paysage. Vous avez beaucoup écrit sur le land art. Vous avez notamment écrit un livre qui s'appelle Nature, Art, Paysage, qui est un ouvrage majeur sur le paysage, dans lequel vous écrivez que parler de paysage, c'est convoquer des perceptions individuelles et des représentations collectives. Donc est-ce que ça pose la question de est-ce que la construction du paysage, est-ce que c'est une construction qui est forcément subjective? Est-ce qu'elle dépend du point de vue? Non, comment dire? Classiquement, le paysage, c'est une définition. On donne du paysage une définition à partir d'un point de vue, qui est lié à un cadre et un horizon. En gros, c'est ça la définition du paysage, une étendue qui se devant soi, saisie à partir d'un point de vue, donc dans un cadre et par rapport à un horizon. Alors ce point de vue, en effet, il est celui généralement dans cette définition-là d'un artiste. C'est une définition qui est donnée sous le concept de l'art. Donc de ce point de vue-là, je vous l'accorde, il est subjectif. Mais l'artiste, il est aussi lié à une société, il est lié à une histoire. Et donc sa subjectivité, elle est construite par cette histoire, par cette société. Du coup, on peut dire qu'il est aussi l'écho des attentes du monde dans lequel il vit et qu'il nous restitue quelque chose de la sensibilité de ce monde. Alors, après, on a évidemment, comme tout un chacun, une vision particulière du paysage, mais encore une fois, généralement, cette vision, elle est noyée dans des archétypes, dans des stéréotypes, en fait. Et du coup, la façon subjective de regarder, dont vous parlez, elle est plutôt enfouie, elle est plutôt évacuée, elle est plutôt mise de côté. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revient, non pas à une pluralité de subjectivité, mais à quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le sensible, une perception sensible. En tout cas, on valorise cette perception en tentant de la faire partager. On essaie de
faire ce paradoxe, enfin de penser ce paradoxe qui est des points de vue individuels, des subjectivités qui en même temps puissent faire un commun. Paradoxe en fait qui était celui que Kant essayait de produire, c'est-à-dire l'intersubjectivité qui nous fait dire que quand je dis c'est beau, tout le monde dit ah bah oui c'est vrai c'est beau. Enfin en tout cas on pourrait s'attendre à ce que tout le monde dise c'est beau. Sauf qu'ici c'est pas la question de la beauté qui est intéressante, c'est autre chose. Je pense que c'est pas, on va pas remettre ça sous cette vieille catégorie du beau. C'est quelque chose qui est d'un ordre différent. Mais on pourrait reprendre en tout cas l'idée de ce paradoxe, cette intersubjectivité et cette hypersubjectivité des sentiments éprouvés face au paysage. C'est-à-dire que la construction du paysage, quand vous parlez de ces représentations collectives, en fait, la construction du paysage se fait dans l'échange, dans l'échange de points de vue sur un point de vue. Oui, elle se fait dans l'échange, elle se fait dans peut-être plus que l'échange, j'aurais peut-être dire le tissage. Je pense qu'on tisse nos subjectivités, on les tresse d'une certaine façon. Il y a cette idée que le paysage c'est aussi comment dire, c'est quelque chose qui se noue entre les personnes et c'est plus que évidemment un objet, c'est ce que certains théoriciens comme Augustin Berg ou d'autres ont vu avec, à mon avis, justesse, c'est un trajet, une trajection, lui dit trajection ou trajectivité, c'est quelque chose entre deux choses, entre un objet et un sujet, entre des sujets. Et vous parlez du paysage comme une composition qui est parfois concertée mais souvent anarchique. Est-ce que le paysage, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt considérer que le paysage est forcément voulu et vu comme une composition humaine? Oui, il est une composition anarchique. Non, elle est, comment dire, quelqu'un comme un théoricien que j'aime beaucoup, qu'on a contribué, Jean-Marc Bess et moi, à faire connaître, mais Sébastien Marot et d'autres aujourd'hui, c'est John Brinkerhoff Jackson. Et il a une vision qui n'est pas simplement, c'est donc un théoricien américain qui s'est intéressé au paysage américain d'abord, mais pas que. Et lui, il montre bien que le paysage, c'est aussi le reflet d'une existence, comment dire, c'est la façon dont le paysage dit la façon dont une société s'est inscrite en lui. Elle raconte cette histoire et du coup le paysage est la somme de ses particularités, mais surtout de cet esprit commun qui a présidé à la naissance de ces sociétés. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question. Plus ou moins. Mais dans la construction de ce récit, quel est le rôle de l'artiste? Vous avez parlé le paysage comme d'un récit, comme la construction d'un récit. Quel va être, on va dire, l'apport de la construction artistique dans ce récit? Alors bon, moi il me semble que c'est évidemment comme toujours, les artistes ils déplacent le regard, ils font bouger les choses, ils regardent pas comme tout le monde nécessairement, et s'ils commencent à regarder comme tout le monde, ils sont pris dans un académisme. Donc ils nous font percevoir du paysage quelque chose que nous ne percevons pas normalement. Et donc c'est ça la force des artistes, pas simplement ceux qui photographient ou peignent, mais c'est ceux aussi qui sont capables, je pense que tu en parleras, de traverser le paysage et de faire que ce paysage soit lui-même pour nous une traversée. Moi, je pense de plus en plus que le paysage est une traversée. Donc merci, c'est une traversée. Maud Le Floch, vous êtes urbaniste. Pour vous, le paysage, c'est aussi une construction intersubjective. Et parce que donc je vous présente un peu. Vous êtes fondatrice du Polo, qui est le pôle des arts urbains. Et en 2014-2015, vous avez réalisé une enquête majeure qui analyse et repère plus de 300 initiatives artistiques en France et en Europe dans l'espace public. Donc en fait, votre démarche est à la croisée de l'art et l'aménagement du territoire. D'ailleurs, votre guide s'appelle Art et aménagement des territoires. Dans ce plan guide, vous étudiez des projets, des œuvres qui dépassent un peu le diptyque d'une œuvre face à son public. Vous dites qu'il y a en fait la relation quand l'art s'installe dans l'espace public, on n'est plus dans un diptyque, on est dans un triangle. On a l'œuvre, le public et le lieu qui prend part à part entière dans cette intersubjectivité entre l'œuvre et son public. Est-ce que vous pouvez un peu détailler cette vision de triangulation? Oui, bonjour, merci. Merci à Agora de l'invitation.
Parler art et paysage, effectivement, aujourd'hui suppose peut-être qu'on s'intéresse à ces émergences, ces nouvelles formulations, ces nouveaux talents qui sont peut-être moins descendants, moins autoritaires dans la façon peut-être de faire œuvre dans un paysage, mais qui ont cette capacité à travailler avec les contextes, à faire le canard dans un territoire, d'aller rechercher des éléments de mémoire, des éléments de fabrique de sens, de tirer des fils et faire œuvre aussi à partir de ces éléments d'un territoire vécu a priori. Et donc c'est vrai que cette nouvelle génération d'artistes, de concepteurs, de créateurs qui aujourd'hui travaillent de façon très pluridisciplinaire, en association, en coopération, produit un champ nouveau, un lexique nouveau, je dirais, de la création artistique dans son contact au territoire. Et cette étude qui s'appelle le plan guide art et aménagement des territoires a voulu témoigner de cela, a voulu témoigner de tout ce courant, de toute cette offre artistique nouvelle génération qui monte. C'est vrai qui sort un petit peu de la logique en silo, qui se combine, qui se fertilise mutuellement. Un artiste, un architecte, un plasticien, un scénographe, un dramaturge, un paysagiste. De plus en plus, il y a des associations comme ça de talents pour intervenir sur le territoire. Et donc aujourd'hui, on constate que le territoire a fait muter la création et les créateurs, et que de fait, en mutant, ils sont devenus aussi capables d'intervenir sur la transformation même du territoire. Donc, en mutant, ils se sont dotés de nouvelles capacités, de nouvelles compétences pour se mettre au service d'un projet de transformation des territoires. Vous dire aussi que, à titre d'exemple, notre lieu laboratoire se situe à Saint-Pierre-des-Corps, qui est une ville en banlieue de Tours, et notre lieu, c'est 3500 mètres carrés, c'est une ancienne friche industrielle qui a été réhabilitée par l'équipe Construire, Chloé Baudard, en l'occurrence, de travailler avec Patrick Bouchin. Et donc, ce lieu est un lieu pas facile. C'est une zone industrielle, une zone d'activité, pas loin de la gare TGV. Et le premier acte qu'on a fait en arrivant dans ce lieu, c'est de faire venir des équipes artistiques pour nous livrer un regard sur l'environnement, un regard sur les bâtiments, un regard sur les usages, un regard sur le jour, la nuit. Et donc on a fait comme ça toute une série de dérives, de parcours qui nous ont chargés émotionnellement la zone industrielle d'une ville sans qualité, et s'est dotée de toute une série de qualités qui nous ont permis de nous réhabiliter la perception, de se charger de valeurs émotionnelles, mais aussi de valeurs de cette addition de subjectivité dont tu parlais, et qui aujourd'hui qualifie le territoire. Et donc c'est un outil extrêmement puissant avec cette force artistique qui crée des chants, qui crée des registres, qui crée des champs métaphoriques du désir de travailler aussi à la réhabilitation d'un cadre de vie, voire à la réhabilitation, pas seulement de sa perception, mais aussi d'un cadre de vie. On parle de Saint-Pierre-des-Corps, c'est là où, si je ne m'abuse, il a été réalisé le point zéro par l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Et ça me pose la question, parce que l'approche de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, c'est elle modifie le territoire, elle essaie de comprendre ses traumatismes, si je me souviens bien. Et donc ça pose la question, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que le point zéro à Tours, vous allez pouvoir le raconter, qu'est-ce que cette opération, la peinture de ce pylône d'autoroute a changé sur le territoire? Comment ça a permis aux habitants peut-être de modifier la perception qu'ils ont de leur propre territoire? C'est vraiment à citer à titre
titre d'exemple pour montrer la dynamique de ce que peut être un acte artistique et pas seulement une œuvre. Et vous allez voir là que sur les questions de vocabulaire, même le point zéro n'a pas un statut d'œuvre d'art, mais d'une balise urbaine réalisée par des artistes, et que ces artistes ne veulent même pas que cette balise urbaine, le point zéro, ait un statut d'œuvre. Donc là aussi, ça mute, y compris dans les statuts, dans les métiers, dans les reconnaissances même. Le point zéro, c'est quoi? C'est le lieu frontière entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Tours, ville bourgeoise, Saint-Pierre-des-Corps, ville ouvrière. Et quand l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui est donc une agence artistique, un propos artistique, vient enquêter sur ce territoire, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine détecte que le point de névrostratégique, le point de complexité, le nœud urbain, là où il y a un verrou dans le développement de l'agglomération, c'est à cette frontière-là. Et il y a une autoroute, l'autoroute A10, il y a un ancien canal, un talus qui fait presque 10 mètres de haut, il y a un endroit compliqué, une frontière. Et donc en désignant ce lieu, en y faisant un événement, en y faisant un marquage, donc en l'occurrence une pile d'autoroute qui a été marquée en peinture. Est-ce que vous pouvez décrire un peu à quoi ça ressemble ? Pile d'autoroute rayée rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, marqué point zéro, donc et qui indique que c'est un lieu une balise urbaine pour enclencher la spirale de reconsidération entre les territoires. Et donc ça a donné lieu à un événement un peu surréaliste, une sorte de bal de l'inconscient sous cette autoroute, avec les élus, avec la maire de Saint-Pierre-des-Corps, avec une élue de la ville de Tours. Et de fait, une fête s'est déroulée, des agences d'urbanisme présents, des acteurs urbains, des acteurs artistiques, quelque chose qui s'est remis à l'endroit. L'agence d'Urba qui nous dit mais voilà, vous nous faites gagner 5 ans. Parce qu'on a décadré quelque part cette situation qui est extrêmement tendue, politiquement, historiquement, entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Et de fait, aujourd'hui, ce point zéro a permis de mettre au travail le territoire, si je puis dire, alors de façon infime, mais déjà de nommer le lieu. Ensuite, cette œuvre, ce marquage a donné lieu à une réplique. L'agence d'urbanisme a lancé un concours d'urbanisme international sur la question du passage entre les villes. La question du talus est en train aussi d'évoluer pour sauter par rapport aux questions d'inondation. Bref, ce point zéro qui a coûté moins de 10 000 euros, hein, je dis aussi, je donne ces données financières, permet de travailler un territoire de façon symbolique, de façon conviviale, de façon esthétique, donner là encore du champ, du décadrage et accompagner et introduire du virus de changement. Voilà, c'est en cela que le Polo aussi croit et défend, promeut dans son travail et dans son observation. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, cette œuvre d'art qui n'en est pas une, parce que vous l'avez dit, en fait, elle a été débordée par sa valeur d'usage. C'est plus une œuvre d'art, c'est quelque chose qui sert à réconcilier le territoire. C'est ça, c'est la spirale de réconciliation urbaine et universelle, hein, donc désignée par la NPU, donc qui fait son travail. Peut-être de dire dans ces nouvelles générations, et quand vous parliez de triptyque entre œuvre, propos et lieu, effectivement, tout ça tourne ensemble, ces notions d'œuvre contextuelle, ces notions d'actes contextuels qui s'inspirent du site et qui font résonance. S'il n'y a pas résonance, il y a quelque chose qui tombe un peu à plat. De vous dire aussi que ces qualités artistiques, on les décrit selon les 3 V. Voyeur, voyant, voyou. Voyeur pour regarder, scruter, détecter, comprendre des indices, les mettre ensemble. Voyant pour voir l'invisible derrière le visible et
l'impalpable aussi, donc c'est cette notion de voyance, et voyou parce qu'il y a une nécessité pour ces artistes du vivant des territoires de passer outre, de passer une barrière, de chercher une solution, de contourner une règle, de travailler le licite à la frontière du licite et de l'illicite. Voilà. Et donc c'est ce triptyque voyeur, voyant, voyou qui nous semble tout à fait intelligent pour travailler la question la mutation des territoires, du paysage, etc. Et c'est là où on met une opposition entre landscape, ce qu'évoquait Gilles, et mindscape, qui effectivement grâce à des regards ou des interventions artistiques, peut se charger et donner à voir, voire à expérimenter collectivement un site. Donc on a vu comment une œuvre d'art pouvait modifier la perception qu'ont les habitants de leur ville ou de leur paysage. Moi j'aimerais bien avoir votre réaction, Gilles Tiberghien, là-dessus. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez beaucoup écrit sur le land art? Est-ce qu'on était sur les mêmes? Est-ce qu'à l'époque, dans les années 70, dans les paysages sauvages américains, on était dans la même démarche ou pas du tout? Quelle était cette démarche à ce moment-là? Non, c'était pas un art urbain, hein, c'était un art qui était. Oui, l'idée c'était de sortir des villes, de sortir des galeries et des musées et d'explorer des friches, des carrières, des déserts, pour aussi d'une certaine façon en même temps rendre visibles ces lieux, mais à l'intérieur de ces galeries qui n'étaient pas niées pour autant, elles étaient simplement prolongées d'une certaine façon, elles étaient étendues. Donc il y avait cette dialectique entre les œuvres in situ ou les œuvres site spécifiques, on appelle ça de toutes sortes de façons, mais disons des œuvres sur des sites et la façon dont on pouvait les regarder, c'est-à-dire à travers les photographies, les dessins, les discours, ce qui requérait néanmoins des voyages. Ça requérait néanmoins qu'on se déplace pour aller les voir. Ça ne suffisait pas simplement de consulter les livres ou de regarder les photos dans les musées, même si c'était le mode d'accès le plus facile. Et c'est cet aspect-là qui me semble très intéressant dans cet art des années 60-70 et qu'on peut retenir encore aujourd'hui, c'est l'idée pas seulement du voyage, mais c'est l'idée de ce que j'évoquais tout à l'heure, du parcours, du trajet, de la nécessité d'aller voir, de ce qu'on fait toujours au fond d'une certaine manière, même avec les œuvres les plus classiques. On va au musée, si on veut vraiment les regarder, on ramène des cartes postales, on regarde dans les livres, mais en fait on est toujours pris dans cette dialectique dont parlait Smithson, qui est le site, non-site, c'est-à-dire vision, non-vision, pour jouer avec les mots, ou site, non-site, hein, qui fait en fait, je pense à mon avis, la force de notre implication dans le plaisir esthétique. Et cette idée-là, elle est très juste, elle vaut aussi bien pour l'art ancien que pour des productions très contemporaines, qui sont parfois beaucoup plus légères, qui n'ont pas du tout à voir avec ce que faisaient ces artistes, mais qui sont des œuvres, enfin vous nous en parlerez peut-être, qui supposent l'implication d'un corps, qui supposent des trajets, qui supposent mille façons en fait de s'impliquer, de se tresser à l'art de cette manière. En fait, on est aux antipodes, enfin on est dans une démarche très éloignée de la démarche que Maud nous racontait, nous décrivait, parce qu'on n'était pas du tout dans la valeur d'usage de l'œuvre d'art. C'était le landscape, le but était simplement quel était le but d'ailleurs de ces artistes qui sont allés modifier un paysage qui était pour le coup naturel. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de paysage naturel, mais je pense que l'Ouest américain à l'époque était encore non modifié par l'homme. Est-ce qu'on était dans la même démarche de valeur d'usage, ou on était dans l'acte gratuit artistique de modifier le paysage pour le plaisir de le faire et de le montrer? Ça n'a jamais été un acte gratuit totalement. Ça, c'est une vision un peu romantique des choses. C'était des gens qui voulaient travailler dans des lieux qui étaient très peu visités par l'art, par les artistes, des lieux même où parfois aucun artiste n'était allé vraiment, mais c'était quand même des gens qui vivaient de leur art, c'était des gens qui vendaient des œuvres. Alors ils vendaient pas forcément le double négatif par exemple, mais ils vendaient des images, ils vendaient des sculptures qui allaient avec, et c'était une démarche complexe qui articulait ces œuvres
transportables pour certaines, c'est-à-dire comme quelques tonnes, et d'autres qui étaient in situ, qui étaient inscrites dans le territoire et dans le paysage. Mais ça donnait une visibilité à ce territoire américain qui a toujours de toute façon été transformé. On ne peut pas dire qu'il était vierge, il était transformé depuis très longtemps. Il est anthropisé, comme on dit, depuis l'occupation humaine de ces lieux, les Indiens, enfin avant, depuis très longtemps, quoi, les Indiens. Et donc, mais c'était mu par une volonté de déstabiliser en quelque sorte le socle sur lequel l'art s'était construit jusque-là. Ce socle si stable, si évident, ce lieu, ce white cube, ce lieu de démonstration des œuvres, avec l'idée que la nature pouvait être un partenaire aussi intéressant que n'importe quel matériau fabriqué de seconde main par rapport aux matériaux naturels. Et dans le land art, est-ce que le processus de l'œuvre était important ou c'était vraiment le but était de montrer un processus achevé? Non, le processus était très important parce que, alors à des degrés divers, mais selon que les œuvres étaient vulnérables ou non, certaines ont été montrées dans un certain état, puis photographiées comme celle de Heiser, par exemple, à une certaine époque, dans un état de dégradation avancé, et il prenait soin de prendre des images, étape après étape, de cette dégradation. La Spiral Jetty de Smithson, par exemple. Sur la Grande Mer Salée? Oui, sur le Grand Lac Salé. Elle s'est détériorée, mais il avait eu l'idée de la surélever, par exemple, parce qu'il savait très bien que l'eau montait ou descendait. Elle est d'ailleurs de temps en temps sous l'eau, on la voit plus, elle apparaît, une espèce de chose vivante presque, qui est fascinante. Mais c'était des œuvres qui évoluaient et qui évolueront avec la nature jusqu'au point où vont disparaître, parce que tout ça va disparaître bientôt, enfin bientôt, même dans un siècle, mais c'est très peu de choses à l'échelle de la planète. Donc c'est des toutes petites choses, en fait, mais qui sont magnifiques en même temps. C'est cette espèce de rêve prométhéen qui est dérisoire, mais qui est conscient aussi de cette échelle par rapport à la géologie, par rapport au substratum, qui est mise en valeur. Quand on promène un rocher de 360 tonnes, c'est prodigieux, et puis en même temps, c'est rien. Alors, c'est ce double registre qu'il ne faut pas perdre de vue. Vous parlez d'une œuvre prométhéenne. C'est aussi, est-ce que ces œuvres peuvent être considérées comme souffrant du brise, comme être un peu la volonté de changer quelque chose d'immuable? C'est ça est-ce que la volonté se retrouve dans le processus d'essai? Enfin, il y a des gens pour vous dire c'est des œuvres machistes, c'est des œuvres. Bon, d'abord, je trouve que c'est assez mal vu comme rapport. Grande taille, machisme, c'est un jugement lui-même machiste. Mais peu importe ça. Mais l'idée, c'est que, en même temps, je pense qu'il y a toujours eu une assez grande mélancolie dans ces œuvres. Il y a l'idée que quelque chose va disparaître, même si on fait des choses énormes, c'est pas grand-chose à l'échelle de la planète. Et il y a l'idée de travailler avec la nature dans ses forces les plus fortes. Donc d'accompagner les forces de la nature. Presque quand Peter Hutchinson met 200 tonnes, pas 200 tonnes, 200, 300 kilos sur un volcan qui les répand pour qu'elles pourrissent et qu'elles fassent ensuite qu'elles aient des colorations particulières. C'est une œuvre qui est presque parodique parce qu'il est face à un volcan qui est sorti de terre en 1943 à une vitesse incroyable. Ce volcan en 1958 a cessé de croître, c'est le Paricutin Volcano. Et lui, face à cette force incroyable, il met simplement en pourrir de la mie de pain, quoi. Et c'est magnifique, c'est simple, c'est la vie qui reprend le dessus à travers cette pourriture. Et en même temps, ça dit que ça va repartir, quoi, que tout ça, c'est pas grand-chose. Donc on est toujours dans le processus, dans l'œuvre qui se transforme. Ouais. Et ce qui est un peu au cœur de la plupart des projets que vous décrivez, à tel point qu'on a l'impression que le processus, la construction de ces œuvres que vous recensez est presque plus importante que leur résultat, en fait. Et on retombe sur la valeur d'usage dont on parlait tout à l'heure. Donc quel est ce processus, en fait? Le but, c'est de faire du lien social, c'est de faire une œuvre collective? Oui, peut-être. Je pense que il n'y a rien à opposer. Aujourd'hui, peut-être on
on a passé une nouvelle vague en se disant tiens, voilà peut-être des talents et des intelligences qui peuvent rentrer dans un processus de projet urbain ou de territoire. Donc effectivement, plutôt que de travailler le territoire seulement sur des codes d'embellissement, de décoration ou d'animation, c'est comme ça que l'art et la culture sont souvent mobilisés, c'est dire là il y a des techniques dans les démarches d'artistes, il y a des savoir-faire, il y a des façons de diagnostiquer les choses, de repérer, de prendre le temps, de créer des associations d'idées, des associations de chants, et voilà de nouvelles, un nouvel outillage. Alors c'est dur de parler d'outils quand on parle d'art, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à explorer et qui mérite d'être débattu. Et donc de penser ces registres qui sont les savoir-faire naturels de ces artistes qui travaillent les contextes, qui travaillent l'espace public, qui travaillent la ville, l'urbain, le territoire, qui sont agiles avec ça, qui savent parler aux gens, qui ont besoin des gens, qui n'ont pas peur des gens, qui ont besoin d'interagir avec des publics pour faire que leur œuvre prenne sa caisse de résonance sociale autant que spatiale. Ce sont effectivement des agilités qu'il est intéressant de convoquer dans la maille de la fabrique du territoire. Et donc, pour aller plus loin dans cette histoire d'outillage, d'outils, d'instruments, d'instrumentalisation, aussi envie de vous glisser là que effectivement art territoire, donc c'est à la fois extrêmement fertile, fertilisation croisée, ce sont aussi des liaisons dangereuses. On imagine que art au service d'un projet de territoire, un projet urbain, est peut-être dévié de ses objectifs artistiques premiers, qu'il y a donc un risque d'instrumentalisation, mais il y a aussi de se dire que les artistes, les créateurs sont aussi les premiers à instrumentaliser des territoires, des espaces, des situations, des occasions, des milieux habités, et qu'ils sont assez bons là-dedans, et qu'aujourd'hui, peut-être pour aller avancer sur ces idées de patouche et de l'instrumentalisation et de fait de créer toujours des étanchéités entre le monde de la création artistique et le monde de la production urbaine, peut-être se dire, et si on inventait des jeux de co-instrumentalisation délibérés, déclarés, on se dit à quoi effectivement comment on peut travailler ensemble et comment on travaille à des enrichissements mutuels et de l'œuvre ou de l'acte et du projet qui ensuite sera mis en situation sociale et d'habitation. Vous parlez d'œuvres processus en fait, qui sont et vous les opposez à ce qu'on appelle à ce que vous appelez des machines célibataires. Alors en fait c'est deux processus différents. D'un côté on a l'embellissement de l'espace public en mettant au hasard, je sais pas, un lion bleu sur une place ou des hommes nus en bronze, et de l'autre côté on a ces œuvres processus qui remplissent pas la même fonction en fait. C'est comme ça que je... Oui, mais une fois de plus, rien ne sert d'opposer les choses. Je pense qu'effectivement, il y a des vocations d'embellissement qui méritent d'être. Je pense quand même c'est intéressant d'interroger aussi comment ça arrive là. Est-ce que c'est la volonté d'une personne? Est-ce que c'est un acte autoritaire? Est-ce que c'est un acte partagé? Aujourd'hui, on voit que les budgets participatifs extrêmement partagés font émerger des créations. Ces créations, elles ne sont pas forcément plus intéressantes que des créations qui sont le fruit ou l'idée d'un seul homme ou d'une seule femme. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer. Une fois de plus, les œuvres dites les machines célibataires qui sont installées là, elles ont une fonction de dialogue plus ou moins riche avec leur environnement. Les œuvres processus, donc qui ont une forte valeur d'usage, elles ont peut-être en termes de résultats moins de spectacularité à l'arrivée, mais elles mettent en jeu
des enjeux de territoire, des tensions, des conflits, des registres. Voilà un exemple d'un travail que l'on a mené sur le thème du risque inondation. Donc on est parti d'un plan de prévention au risque inondation, un PPRI. On a invité une équipe artistique qui elle-même était en demande d'un enjeu de territoire, donc en l'occurrence la Folie Kilomètre pour ne pas la citer. Et cette équipe a imaginé un jour inondable. Et donc ce jour inondable, c'était 24 heures d'un périple, une randonnée, un parcours artistique ponctué d'actes artistiques, collectifs ou individuels, une expérience jusqu'à aller dormir dans un gymnase d'évacuation, de travailler avec la Croix-Rouge, le service prévention et sécurité civile, de faire un plateau de radio d'urgence, un atelier de signalétique de vulnérabilité. Voilà, donc ces œuvres sont des œuvres aussi liées au vivant, à l'éphémère, mais qui, derrière, là encore, permettent de transformer le regard, voire de sensibiliser les populations au risque inondation, parce qu'il y aurait eu une amplification derrière. Et aujourd'hui, ça aboutit à ce que le plan Rhône lance un appel à projet artistique, donc européen, sur le thème du risque inondation. Voilà, donc ces choses se mettent aussi dans le vocabulaire des aménageurs. Comment ce processus modifie la perception des habitants au paysage cette fois, plus au territoire, mais à la vision du paysage? Est-ce qu'ils prennent conscience que leur paysage, un fleuve, ils habitent devant un fleuve, mais qui peut être aussi, qui peut sortir de son lit? Comment c'est vraiment cette œuvre processus que vous appelez, comment elle change la perception du paysage? Par des expériences, donc 24 heures, plusieurs séquences. Le scénario de cette équipe, c'était de commencer à la patinoire de la ville, à la patinoire où la ville était complètement recouverte d'eau et l'eau, les glaces, réchauffement climatique et la transformation, transition avait fait que la glace avait pris sur cette ville. Donc on commence là, ensuite parcours dans la ville, des mots écrits à même le sol, des chapitres, un véritable récit à même les façades, un atelier, je vous dis un atelier signalétique avec des plasticiens sur une place publique pour inventer les codes, le vocabulaire de représentation du risque inondation, un vrai faux plateau radio d'urgence avec un météorologue, avec une élue qui disent voilà la Loire va déborder, donc on appelle à voilà, et donc cette sorte d'exercice de simulation et puis des informations réelles. Et donc à la fin de ce parcours et le lendemain, après avoir parcouru le musée des objets sauvés, qui était là encore un vrai faux musée, voilà, c'est monté au cerveau de tout le monde la question du risque. On perçoit bien la valeur d'usage de telles œuvres d'art, qui sont des œuvres d'art donc éphémères. C'est presque c'est une intervention là pour le coup. Une performance. Une performance, pardon. Est-ce que cette valeur d'usage, d'œuvres d'art forcément éphémères, vous écrivez avoir recours à l'éphémère, sinon au provisoire, comme modalité de création. C'est pas une limite, ça permet de faire vibrer l'œuvre dans son contexte. Est-ce que, au contraire, ça ne dilue pas l'œuvre d'art dans le paysage? Est-ce qu'on ne perd pas un peu de la dimension artistique par... Oui, non, je ne sais pas. L'exemple plutôt d'une œuvre pérenne, ce serait de citer cette œuvre de Garouti, qui intervient donc de façon pérenne sur une place publique à Gand. Donc on lui commande la ville lui commande un travail sur une place publique et il a l'idée de relier le système d'éclairage public de la place à la maternité de la ville de Gand. Et donc à chaque naissance, il y a une information qui est donnée par le personnel, les sages-femmes ou les familles, qu'un bébé est arrivé, que cette information se transforme en signal, le signal se transforme en impulsion lumineuse, et donc sur la place de Gand, il y a l'information par la lumière
qu'il y ait une nouvelle naissance. Et donc, c'est créer effectivement une œuvre à la fois processus, pérenne, qui fabrique du commun, du collectif. C'est aussi tout ce qui est ces phénomènes de data visualisation où on part notamment la lumière. On a accès à toute une série de données d'un environnement qui nous entoure et qui nous permettent de nous mettre aussi en conscience de cet environnement. On reste dans des œuvres contextuelles à chaque fois. Moi, j'aimerais bien échanger avec Pablo Reynoso, qui a un micro. Donc Pablo Reynoso, vous venez d'installer une de vos sculptures devant le miroir d'eau, qui s'appelle l'Observatoire du ciel. En regardant vos œuvres, moi j'ai l'impression qu'elles sont aussi que ce sont des œuvres conceptuelles qui sont là, qui sont dans un endroit où elles ne devraient pas être ailleurs, elles sont à leur place. Je pense, vous venez de Buenos Aires, au musée des Arte Latino-Americano de Buenos Aires, le Malba, il y a un banc spaghetti qui s'inscrit exactement, qui épouse complètement les courbes du musée. Moi je voulais encore une fois citer Camille Ossite, que j'aime beaucoup, qui écrit « Si l'on met une œuvre d'art dans un autre milieu que celui qui lui a été destiné, on lui enlève une partie de ses qualités et l'on fait grand tort au maître qui l'a conçu. » Donc je voulais un peu discuter avec vous. Est-ce que vous concevez systématiquement vos œuvres de manière contextuelle? Quelle est la place du paysage pour un sculpteur tel que vous dans votre approche? Non, pas toujours. Il y a des œuvres d'atelier, des œuvres de l'intime, des œuvres de recherche, il y a des œuvres de l'erreur, des œuvres où on réussit, les œuvres de l'échec, les œuvres qu'on aime, les œuvres qu'on déteste, voilà, tout ça. Mais après, quand on commence à avoir affaire à l'extérieur de l'atelier, quand on a affaire à un bâtiment, quand on a affaire à un site, quand on a affaire à un lieu, moi, personnellement, mon réflexe est d'aller chercher des alliances, que cet endroit puisse mettre en puissance une idée que je suis en train de développer, qu'il me serve, un peu comme le judo. Je prends la force de celui qui attaque et je la renverse. J'ai jamais pratiqué le judo, je vous signale, mais bon, j'imagine que c'est un peu ça. Et donc, tout particulièrement ici à Bordeaux, ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai eu envie on m'a donné l'envie d'installer quelque chose provisoirement dans la ville, et je me suis mis à chercher où je pouvais mettre et quoi mettre là-dedans. Moi, j'ai une fascination pour l'eau depuis tout petit. Il y a des œuvres. L'une de vos premières expositions à Paris, c'était Paysage d'eau, il me semble. Oui. Alors là, par exemple, c'était un travail sur le vide. Donc c'était un endroit où il y a eu l'eau et il n'y a plus l'eau. Ça, c'était une sculpture en marbre que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Et ensuite, après, c'était tout un travail sur ce que j'appelais, moi, les paysages d'eau. Alors, parler des paysages à côté de vous, ça me fait un peu peur. Mais modestement, j'ai pris le mot paysage. Donc oui, un point de vue sur quelque chose, et très marqué par le Lindar ou par le minimal. Étant moi-même assez baroque, j'ai pris là-dedans, je me suis inspiré et j'ai fait ce que j'appelais de paysage d'eau. Par exemple, là, vous avez une sculpture en marbre des années 80, c'est un mouvement d'eau. J'ai décidé que le prisme était bien pour pouvoir arrêter cette immensité qui était l'eau, et donc j'ai sculpté à ma manière dans la pierre de mouvements d'eau. Donc c'était toute une série. Moi je les appelais modestement paysages parce que pour moi c'était un point de vue sur l'eau, d'accord. Et après je me suis dit bon, l'eau c'est quelque chose qui sépare, le film d'eau sépare ceux qui savent respirer en dehors des savent que respirer en dedans. Donc j'ai travaillé sur cet effet de seuil, et là c'est encore un paysage d'eau en marbre traversé par des pilotis qui le tiennent. Donc cette monde, cette dualité.
On parle des années 80 là. Hein, alors, attendez, donc je vais avancer. Ça, je peux revenir tout à l'heure. Pour venir à Bordeaux, quand cette opportunité m'était donnée de me placer quelque part dans la ville avec mes œuvres, tout était parti de peut-être je peux prendre une sculpture que j'ai et la placer quelque part. Bon, je me suis mis à chercher un lieu. Et les lieux, c'est des lieux, tous les lieux ont une histoire, un sens, provoquent quelque chose. Et je n'avais pas dans mon stock, on peut parler comme ça, une œuvre qui pouvait tenir la confrontation urbaine. Soit parce que les places, elles étaient en pente, il n'y avait aucune raison que j'aille modifier une structure qui existait déjà pour m'adapter à cette pente, ou parce que c'était une zone de skate, alors du coup ils allaient complètement abîmer l'œuvre, etc. Parce que quand on se met dans le milieu urbain, on peut vivre une agression. On peut être vécu comme un agressif ou comme un agresseur, mais on peut aussi recevoir une agression. Donc il faut savoir où on va se positionner. Et comme vous avez vu mes paysages d'eau, je suis assez fasciné par le miroir d'eau. Je me suis dit, là, c'est un endroit idéal pour moi parce que j'ai d'abord une maîtrise du lieu. C'est un parallélépipède parfait. Ça me rappelle tout ce que j'ai fait pendant mon enfance. Ça me rappelle mon Rio de la Plata, donc le paysage du fleuve qui était devant mes yeux quand j'étais petit, l'immensité de la Pampa. Donc tout ça, je suis à l'aise. Et là-dedans, j'ai décidé alors de sculpter, de réaliser exprès pour, ici, toute une série de ce que j'appelle mes bons spaghettis, c'est-à-dire ce sont des sculptures au bout de bancs qui se prolongent en sculpture, c'est-à-dire quelque chose qui a une utilité et il y a un délire en même temps. Donc un banc c'est un banc et mes bancs ce sont des bancs, mais en même temps il y a quelque chose qui se passe d'un autre ordre qui peut peut-être faire penser ouvrir le champ de l'imaginaire. Le champ de l'imaginaire, à quoi? Un retour de la nature sur l'objet, un objet qui s'est défait de son obligation de la fonction et qui fait autre chose. Et alors dans ces miroirs d'eau, ce qui m'était possible de mettre en scène, c'était d'une part jouer avec le reflet. Donc l'œuvre se reflète et alors il y a un miroir borgien qui s'ouvrait devant moi. Ensuite, ça me permet de disparaître quand la brume y arrive. Donc je me suis placé à une hauteur de sculpture capable de se cacher derrière cette brume. Donc cette installation-là fait rebondir beaucoup de choses en même temps. Je me suis inscrit dans le paysage urbain d'une manière éphémère, avec une œuvre qui veut être, qui veut disparaître, qui veut accueillir, qui veut cacher, qui veut découvrir, etc. Ça, c'est l'approche que je fais de cette opportunité qui m'a été donnée ici. Quand vous installez une œuvre dans l'espace public, dans le paysage, est-ce que les conséquences font partie de cette œuvre? Est-ce que les usages qui en découlent font partie elles-mêmes du processus créatif? Oui, d'autant plus que je suis sensible à l'utilisation. Que pour moi, le moment de la fonction est quelque chose qui est très proche. C'est pourquoi j'ai aussi pratiqué pas mal de design dans ma vie, sans me considérer, surtout devant toi, un designer. Je considère que j'ai quand même fait la pratique, mais comme un sculpteur qui se calme. D'accord ? Et ensuite, je reviens dans mon territoire et je n'ai pas à me calmer, je peux déconner comme j'aime bien faire. Moi, quand je regarde votre observatoire du ciel, ce qui ressort, c'est justement la place du ciel. C'est ces grands ciels qui font rêver d'éternité de Baudelaire. Et est-ce que pour vous, le ciel, c'est un paysage? Ça fait partie? Absolument. Le ciel, c'est la chose qui m'a le plus manqué dans ma vie parisienne. J'ai passé le double de mon temps à Paris qu'en Argentine. Et la lumière et le ciel, ce sont les deux choses qui m'ont manqué. Donc chaque fois que je peux aller vers le ciel, j'y vais. J'adore. C'est un sentiment de liberté absolue et en même temps c'est peut-être le paysage infini le plus colossal. J'adore James Turrell par exemple, comme il a pu si aisément s'approprier de ses couleurs, ou Walter de Maria avec son œuvre
sur les paratonnerres. Chapeau. Alors moi, là, je vous le mets par terre. En fait, c'est ça aussi. Je voulais que depuis par terre, enfin, on met par terre, on regarde le ciel. En fait, un peu comme les gens qui se mettent à réfléchir parce qu'ils ont un pépin. Et là, ce pépin, c'est une fenêtre par terre qui vous montre le ciel. Peut-être là, il y a autre chose qui se passe. Et quand vous êtes dans cette abstraction, il y a la flotte qui arrive et vous avez les pieds mouillés. Et quand vous sortez les pieds mouillés du banc, là, il y a la fumée qui arrive et après, ça recommence. Et voilà. Je pense qu'un artiste a le droit, enfin, bien sûr qu'il a le droit, mais a un truc qui est peut-être plus chouette que pour d'autres, c'est que on peut cogner partout, qu'on a un champ de possibles qui est plutôt débordant. C'est bien pour ça que des fois on nous aime bien. Ceci dit, il faut qu'on reste bien dans notre carré, parce que ça peut être assez dérangeant aussi. Mais moi, j'ai toujours compris que je regardais différemment ton point de regard quand tu référais à des artistes, que finalement c'est à partir de la peinture qu'il y a un point de regard, il y a un cadre, etc., etc. Cette traversée qui t'oblige, pour moi, c'est un état absolument naturel. Je ne peux pas regarder quelque chose et l'apprendre telle qu'elle est. Tellement je ne peux pas l'apprendre telle qu'elle est, que des choses absolument élémentaires, je ne les vois même pas. Je passe à côté, parce que je suis tout de suite en train de partir un peu plus loin. Moi, quand je vois cette œuvre, on voit il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a le ciel, on parle de ciel, il y a du fer. On rejoint un peu les 4 éléments, on a un peu les 4 éléments, enfin au moins 3 des 4 éléments dans cette œuvre. Moi, je voulais vous poser une question à Gilles Tiberghien sur le rôle de ces 4 éléments dans la définition d'un paysage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la définition d'un beau paysage à travers les différentes cultures? C'est la présence de ces éléments. Comment dire, oui, enfin, les paysages sont faits d'éléments multiples. Après, ils mettent l'accent plutôt sur l'un que sur l'autre. Il y a des paysages avec des ciels immenses et très peu de terre, par exemple, ou l'inverse. Le ciel est tout petit, l'air est insensible, d'autres sont chargés de poussière, d'autres sont évidemment. Tout ce qui compose notre monde se retrouve dans le paysage de degrés divers. C'est simplement que l'artiste va mettre l'accent sur tel ou tel, ou va chercher l'équilibre entre ces éléments, ou au contraire va être fasciné plutôt par l'eau, ou plutôt par la lumière. Effectivement, Teurel, c'est un artiste de la lumière. Même quand, par exemple, il avait fait cette œuvre à Poitiers, qui était magnifique, on plongeait dans une piscine, on ressortait dans un... Oui, c'est ça. Il fallait chercher la lumière parce qu'on rentrait dans une pièce et on ne savait pas d'où venait la lumière. Et on avait cette piscine qui était éclairée par une source invisible. Donc on plongeait dans l'eau et on comprenait que la lumière venait d'un pilier qui était au centre, un pilier carré, et on s'approchait. Et là, il fallait plonger sous le pilier, qui est un pilier de 2 mètres sur 2 par exemple, et on ressortait à l'intérieur. Et là, on s'asseyait sur une banquette comme ça. Et sur cette banquette, on était parfois avec des gens, parfois seuls, et on ne voyait pas la distance du mur qu'il y avait en face, parce qu'il y avait cette matière que Teurel utilise, cette peinture, qui fait qu'en fait on ne sait pas où se trouve le fond du mur. Et à ce moment-là, on regardait au-dessus et on voyait un carré, et ce carré, c'était le ciel. Et le ciel, la lumière du ciel, alors si vous étiez en été, il n'y avait que cette lumière, et si vous étiez en hiver, comme moi ça m'est arrivé, je suis allé vers novembre, c'était la fin de... Oui, il faisait un peu froid en effet, mais il y avait des nuages qui passaient. Et on avait l'impression que, comme dans les théâtres anciens, il y avait un type avec une toile qui faisait passer un décor, parce que c'était complètement plat, il n'y avait pas de profondeur. C'était magnifique comme impression. Donc tout était... C'était à la fois naturel et artificiel, les deux choses étaient là, quoi. On était dans des jeux optiques où là, on sentait bien que Teurel s'intéressait vraiment essentiellement à cette lumière, mais on avait quand même ce fameux ciel carré des cours dont parle Baudelaire, qui est intégral, enfin, une composante centrale du paysage, quoi.
Ce qui avait fait Tourelle, là, pour moi, qui était très fort, c'est que il nous a habitués qu'on rentre dans un espace et qu'il maîtrise complètement, puisque ce métrage c'est un carré ou un parallélépipède blanc. Alors du coup, on peut regarder la couleur autrement. On oublie même que c'est le ciel, c'est une question de couleur qui s'avance. Alors quand c'est couvert, voilà, on est comme dans un sauna presque ou un hammam. Mais là, ce qu'il faisait, et je pense pas qu'il l'ait fait souvent, c'est qu'il vous obligeait de plonger la tête, d'aller dedans. Et pour le claustrophobe, c'était pas gagné. La perception que tu as du cube n'est pas exactement la même que la mienne. Peut-être je suis plus pratique que toi, parce que ça faisait 4 par 4 ou 5 par 5. Il y avait un fauteuil, enfin une tablette tout autour. Tac, on s'asseyait. Mais il fallait vraiment rentrer dedans, nager. On vous avait dit que ça allait sortir de l'autre côté, mais pour un claustrophobe, c'était pas gagné du tout, et pour un non claustrophobe, c'était tout de même chouette. Enfin, on rentrait, hop, et là, on sortait, on se mettait complètement mouillé. On se trompait, on était trompé d'y être dedans. Et ça, il l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il nous a cogné le corps. Moi, souvent, j'utilise le corps du sujet qui s'installe dans l'œuvre. Enfin, soi-disant que je le mets sur une chaise, je joue quand même avec l'utilisateur ou le spectateur. Mais là, c'est comme s'il est passé à un registre un tout petit peu à côté de ce qu'il nous a habitués. Et voilà, c'était très fort. Ronan Bouroulec, vous n'avez pas encore pris la parole. Non, je suis très angoissé là maintenant. Ces gens très intelligents autour de moi. Mais... Ok. D'accord. Il faut pas, c'est très bienveillant. Vous êtes diplômé de l'école normale supérieure des arts décoratifs. Vous êtes designer, parmi les rares designers français à avoir une renommée internationale extrêmement forte. Je vous flatte un peu, mais c'est vrai. Vous travaillez sur la modularité. Vous êtes designer, donc j'imagine que ces questions de valeur d'usage, ça ne vous est pas étranger. Moi, je voulais vous poser la question. Vous avez quelques-unes de vos réalisations s'inscrivent dans l'espace public. Je pense au pavillon modulable que vous avez installé dans le jardin des Tuileries à Paris, qui est maintenant donc dans la cour du Parlement de Bretagne à Rennes, d'après ce que vous m'avez dit. Comment est-ce que vous pensez, au moment de la conception de vos objets, comment est-ce que vous pensez à leur intégration dans le paysage ? Bon, alors, on parle de paysage. Je pense que les intervenants précédents ont rappelé à quel point le paysage est fait d'un nombre extraordinaire de facteurs. Donc moi, en tant que designer, effectivement, je participe à certains moments au paysage à travers les objets manufacturés que je peux dessiner. C'est-à-dire que le paysage aujourd'hui, c'est beaucoup de voitures, c'est des dizaines de milliers de voitures, c'est des réverbères, c'est la qualité terrible de la lumière dans les villes, c'est des bancs, les vôtres notamment, c'est la qualité d'un pavé, la texture d'un sol, une place de la République qui d'un seul coup préconise le vide, mais qui en parle assez mal. Donc pour moi, le métier de designer est la question des objets qui n'ont pas poussé par eux-mêmes et qui ont été à un moment réfléchis par l'homme. Et malheureusement, ça a une incidence importante sur le paysage. Malheureusement, dans les cas les pires, si on se balade dans des villes médiévales somptueuses et qu'on est souvent dans l'artère principale, on voit à quel point la couleur des chaises terribles peuvent immédiatement impacter dans la qualité de la perspective. Je parlais de la lumière. Je trouve les villes extrêmement mal éclairées. Si on prend Venise et sa qualité particulière, c'est le fait qu'elle soit aujourd'hui sous-éclairée. C'est-à-dire que la lumière est extrêmement délicate, très faible. Et le sombre apporte de la beauté dans le paysage vénitien. Ben oui, c'est tout le romantisme, la particularité de Venise la nuit, c'est le fait que ça soit extrêmement doux. Aujourd'hui, on est dans un moment clé où les ampoules changent, la lumière est beaucoup plus blanche, beaucoup plus pauvre. D'un seul coup, on a des têtes idiotes le soir, c'est pas facile pour draguer, tout est assez, tout devient un peu vert ou un peu bleu, en tout cas très pauvre. Donc voilà.
En tant que designer, je participe en effet au paysage à travers un certain nombre d'objets que je dessine. Par ailleurs, il y a quelques temps, moi je me pose quand même aussi beaucoup la question aujourd'hui des raisons de la laideur contemporaine. Enfin, moi je suis assez. Vous disiez tout à l'heure que, on considère une civilisation à travers ces paysages, mais aussi à travers ces objets, et donc les objets qui composent ces paysages. Quand on voit les 20 ou 30 dernières années, le niveau de l'architecture en France, le niveau du plan urbain, moi je suis assez désolé en fait moi j'adore rouler en voiture, j'adore me balader en France, des fenêtres en PVC, en passant par les vérandas, en passant par les tracés au sol, il y a tout un travail qui nous semble nous échapper et qui impacte d'une manière capitale le paysage. Donc, il y a 2 ans, on a été invité à faire une exposition à Rennes. Comme vous l'avez dit, on a la chance d'être connu, donc on attend de notre part de sortir de notre ménagerie habituelle. Et là, on a proposé de faire plutôt un travail qui s'appelle Rêverie urbaine. Donc, c'est assez léger. Je n'accorde pas une valeur extraordinaire à ce travail, mais en tout cas, la question qu'on a soulevée était la question de la ville et d'objets pour la ville et de situations pour les villes. Il s'avère que cette exposition avait une certaine résonance et que depuis, ces 2 dernières années, on réfléchit à différents projets urbains, notamment quelque chose qui s'inaugure bientôt à Miami, sur lequel on a mis au point une espèce de pergola qui produit une ombre assez singulière. À Paris, aux Champs-Élysées, puisqu'on a été choisi pour dessiner les fontaines des Champs-Élysées, au croisement des Champs-Élysées. Donc là, c'est un tout autre sujet, assez complexe. Et puis dans la ville d'Aarhus, au Danemark, où on travaille sur des cheminées urbaines, c'est-à-dire des cheminées qui sont dans la ville, où les gens viennent faire un feu et s'installer autour de celles-ci. Des barbecues d'hiver. Oui, spécialement au Danemark d'ailleurs, mais juste cette force du feu, le fait d'avoir un tas de bois, de pouvoir. Ces pays sont beaucoup plus disciplinés que les nôtres, donc c'est plus facile à installer là-bas que par chez nous. Mais donc voilà, la ville, un certain nombre de. Encore une fois, pour moi, c'est à la fois du détail, c'est-à-dire qu'il y a une succession de petits éléments qui la construisent, effectivement des fenêtres en PVC en passant par les lampadaires, en passant par les pavés, mais aussi des éléments extraordinaires qu'on rencontre dans, je sais pas, la qualité particulière d'un pavé. D'un pavé, mais pour moi la ville c'est l'extraordinaire et du modeste en fait, et c'est ça qui l'a défini, et c'est ça qui la rend intéressante ou pas. Malheureusement, en effet, moi je viens de Bretagne, le ciel me manque également, donc j'y vais très souvent, mais je suis vraiment, c'est terrible à quel point les villages, les villes sont abîmés par des choix simples qui font que d'un seul coup la DDE, l'équipement décide de changer telle ou telle route, de tracer un truc comme si on se trouvait sur un périphérique et qu'il y avait péril en la demeure si on roulait un petit peu au centre. Des choses assez simples, mais qui doivent être listées, pris en compte. Tout à l'heure vous parliez d'organiser un certain nombre de choses qui permettent de prévenir, ou en tout cas de guider, ou de mettre le point. Donc moi c'est moins à travers une recherche artistique, mais peut-être plus à travers des choses très pragmatiques que je pense qu'on peut modifier les paysages. Et d'ailleurs, si on fonctionne par comparaison, prenons les pays du Nord. Je pense que les pays du Nord, quand on se balade en voiture, l'architecture peut être, à mon avis, d'un meilleur niveau, mais peut être extrêmement lassante, mais ça n'empêche quand même que tout le reste, les boîtes aux lettres, le dessin des réverbères sont extrêmement justes, extrêmement délicats. Voilà. Vous parliez de ces fontaines, donc de combien de mètres de haut sur les Champs-Élysées ? Bon, le chiffre ne peut pas paraître énorme. Les fontaines feront 17 mètres de haut. Donc, au rond-point des Champs-Élysées, il y avait historiquement, il y a encore 6 bassins qui ont été dessinés par Hittorf au 19e. Il y a eu 4 générations de fontaines. Les dernières étaient dessinées par Ingrand, qui avait été réalisées par Lalique, mais très vite elles ont été cassées.
Elles ont ensuite été remplacées par une reproduction en polyuréthane de ces éléments en verre qui ont été piétinés lors de la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Donc depuis 20 ans, c'est marrant, mais les fontaines des Champs-Élysées, qui sont quand même le parcours de, je crois que c'est 300 000 personnes par jour, sont complètement dévastées. Mais par chance, il y a un talus terrible avec des fleurs, des plantations horribles qui masquent un peu la perspective de ces bassins. Je vais un peu dévier du sujet de notre table ronde, mais c'est quelque chose dont je suis très curieux. C'est un travail qu'on confierait plutôt à un architecte. Quelle différence fait le designer dans ce type de travail? Comment vous allez travailler cette qualité dont vous parliez grâce aux petits éléments Je crois qu'on est aussi dans une période où on est tellement mis dans des cases. Je ne sais pas si c'est un architecte qui aurait dû dessiner des fontaines, ou est-ce que c'est un designer, peu importe. Je pense que, d'ailleurs, pour moi, les fontaines s'apparentent plus à une question d'objet qu'à une question de bâtiment. Mais la manière dont on a abordé le sujet, ou des sculpteurs. Oui, c'est vrai, tout à fait. Vous plaidez pour votre paroisse. Il faut aller à Rome, oui, c'est vrai. Bon, il y a différentes générations de fontaines, il y a différentes générations de... Enfin, la question, de toute façon, est peu de savoir quelle est la discipline ou la formation du créateur de ces objets. Mais quelle va être votre approche sur ces fontaines-là? Elles sont dessinées. J'ai passé des commissions et des commissions à justifier des choix. Tout le monde semble plutôt ravi. Des fois, on est un petit peu attaqué, mais c'est peut-être parce que le projet est trop faible. On verra bien. Mais voilà. Vous parliez de laideur du paysage contemporain. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, Gilles Tiberghien? Est-ce qu'on peut parler d'une laideur du paysage, ou est-ce que c'est un paysage qui demande à être révélé? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer, je me souviens qu'un collectif à une époque organisait des promenades sous l'échangeur de Bagnolet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce qu'on peut parler de comment vous définiriez, on en parlait au début de cet échange, la définition intertextuelle du beau ou du laid. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand on parle de laideur du paysage urbain actuel? Je parle au philosophe. Non, c'est pas tellement le philosophe, c'est celui qui va réagir comme ça par rapport au... Alors, c'est peut-être... cette notion de laid et de beau, elle est très surdéterminée par des critères, en fait, dont un certain nombre sont très datés. Le beau, classiquement, c'est l'unité, l'harmonie, c'est l'équilibre. La symétrie. La symétrie, bon. C'est pour ça que ce terme, on l'utilise... oui, cet adjectif est très peu utilisé dans l'art contemporain, par exemple. On dit c'est intéressant, c'est je sais pas quoi, mais très peu de gens vous disent c'est beau. Bon. En revanche, on ressent un certain nombre de choses, et on peut exprimer ce qu'on ressent. Et puis aussi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, ce qui compte beaucoup plus, plutôt que les formes, c'est les forces. C'est-à-dire que c'est la façon dont les propositions s'articulent aux espaces. Et moi, je me souviens que j'ai vu votre exposition à Rennes. C'était après celle que j'avais faite sur Hutchinson. Et je l'avais visité, c'était juste au tout début, vous aviez installé. Moi, j'étais venu en clandestin, quoi, et c'était pas encore ouvert. Je l'avais vu, et ce qui m'avait frappé, c'est que, justement, vous n'êtes pas dans ces catégories. Je me disais, c'est pas des designers au sens classique, c'est des gens qui peuvent travailler dans l'espace urbain. C'est peut-être aussi des gens qui pourraient être considérés comme des sculpteurs. Vous êtes tout ça, c'était tout ça à la fois que je voyais, et j'avais l'impression que vous expérimentiez des tensions entre des objets, entre des espaces, si bien qu'au fond vous êtes tout à fait, à mes yeux, comme ça, j'ai pas vu ce que vous avez produit, mais à vue de nez, si je peux dire, qualifié au fond pour travailler dans un espace urbain, parce que j'ai le sentiment que, et de ce que je connais de vous rentrez dans ces systèmes de force, et que pour moi, quelque chose qui est, alors beau, non, je dirais pas ça, mais qui, je sais pas comment je pourrais dire ça, quelque chose qui a sa place, c'est quelque chose qui se tresse avec le paysage et avec son histoire, qui donc par des rapports assez complexes, il ne faut pas forcément être un historien de l'art ou un historien de la ville, mais arrive à comprendre, les paysagistes font ça très bien quand ils savent le faire, d'où ça vient, comment c'est inscrit dans le territoire, quelles sont les traces sur lesquelles ils vont s'appuyer, etc. C'est une composition complexe, une alchimie à la fin qui marche ou marche pas, mais qui tient compte de tout ça, et c'est ça qui fait la force de ces propositions. Donc pour moi, c'est de ça plutôt que j'aurais envie de parler.
de la justesse. Voilà. C'est juste plutôt que c'est beau. Voilà. C'est-à-dire, c'est juste, c'est équilibré. C'est rien de trop. Pas équilibré au sens où on l'a dit tout à l'heure. C'est par rapport à l'environnement dans lequel ça se passe, ça se trouve. C'est juste. Vous savez, les paysagistes sont parfois aussi cette expression qui, moi, longtemps m'avait. Corajou, il disait ça. C'est à la bonne échelle. Hein. C'est la bonne échelle. Je me disais, c'est quoi la bonne échelle? Bon, j'ai beaucoup réfléchi à cette question d'échelle. Il y a aussi un peu ça. Il y a aussi l'idée de l'échelle, mais de l'échelle à tous les niveaux, pas simplement l'échelle. L'échelle, c'est pas la taille. Hein, l'échelle, c'est un rapport entre. C'est un rapport plutôt un rapport lié entre une proposition qui découle d'un espace presque psychique et d'un espace réel, et en même temps qui s'inscrit à l'intérieur de cet espace réel de telle sorte qu'il se conjugue avec lui, il se coordonne, il dialogue avec lui. Tim Ingold, par exemple, l'anthropologue, il aime bien le terme correspondre. Ça correspond, quoi. Je trouve ça assez beau. Ça correspond. Donc, une action dans la ville, dans l'espace urbain, par exemple, elle doit être dans ce rapport de correspondance avec les lieux. C'est-à-dire que l'espace perçu, le paysage perçu du point de vue de l'observateur doit correspondre à la représentation qui s'était faite en amont de ce paysage? Non, pas de représentation en amont. Il faut être sur place, il faut regarder, il faut infuser, si vous avez une idée préconçue de la chose, même sur plan, ça marche pas. Vous voyez bien d'ailleurs quand vous allez quelque part, vous avez une idée avant, vous y arrivez. Même moi, dans ma petite expérience à moi, j'ai l'idée, le plan de la salle d'exposition où vous étiez, la même. J'arrive, en fait, je me rends compte que ça marche pas mon truc, parce que l'espace n'est pas celui que je me suis représenté. Il faut que j'arrive à rentrer dans cet espace, le parcourir, l'évaluer avec mon corps, sentir les différentes tensions entre tel angle, tel rapport, telle hauteur. Et là, oui. Donc c'est toujours un rapport assez dialectique entre ce que vous avez conçu d'abord et ce que vous regardez ensuite et qui vient réinformer à nouveau. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. À partir de quel moment on se dit, ça y est, ça correspond? Alors voilà, c'est une alchimie assez compliquée. À un moment donné, vous dites c'est juste. Voilà, ça marche. C'est une question de justesse. Ouais. Michel Corajou disait, il faut trouver la bonne échelle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas mettre la place des Vosges à Malakoff. Par exemple. Ouais. Ces forces en présence, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Maud Le Floch? Ces forces pour créer du paysage. Oui, César, ces forces. Effectivement, la question de l'intervention dans l'espace urbain, dans l'espace habité, dans le paysage habité, est affaire de négociation et de savoir travailler la négociation, que les processus de négociation permettent de reprendre un projet, de le redessiner, de faire un nouveau repérage, de réinterpréter, de recharger une nouvelle matrice pour renégocier avec les parties en présence. Il n'y a pas plus systémique que ces façons de faire et ces façons de coudre. Et donc, si ça ne correspond pas à l'arrivée, ce serait effectivement dommage, parce que le processus à l'œuvre, il est terriblement itératif, interactif, et qu'il y a cette idée d'art négocié me semble effectivement être l'endroit de la force et de la force qui permet que cet objet, que ce projet, cet acte permette de porter plus loin le regard et d'envisager derrière, de prendre en main son environnement. Oui, vous voulez intervenir? Non, moi aussi j'aime beaucoup le terme justesse, même si la question de la beauté m'intéresse de manière assez directe aussi. Je pense que c'est peut-être un défaut que ce ne soit pas plus une question centrale, la question esthétique. Mais effectivement, c'est pour ça l'art dans la ville, c'est un sujet qui m'intéresse. Souvent, je trouve ça pas du tout juste, et ça, d'ailleurs, je trouve que ça se tire très souvent une balle dans le pied par ce manque effectivement de relations. Vous parliez tout à l'heure du fait de ces artistes qui effectivement arpentaient le paysage.
le vivait, le sentait. Et la question, effectivement, souvent de l'art dans la ville, est souvent manque, pour moi, d'une forme de délicatesse enfin, pour moi, Beaubourg est délicat, ça peut pourtant paraître être quelque chose de violent, mais à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui marche. Mais je pense que la question, effectivement, dans une question de chimie entre différents éléments, c'est pour ça qu'un beau paysage, en effet, pour moi, ça peut être quelque chose d'extrêmement bordélique, de très chaotique, de pièce par pièce, extrêmement inintéressant, mais le tout forme une forme de force, de cohésion qui d'un seul coup, c'est le cas des bidonvilles qui sont souvent extrêmement intéressants dans leur... mais en effet, l'art dans la ville, c'est exactement comme c'est une vieille image, mais le fait d'un peintre classique qui peint son paysage et d'une couleur ratée à certains moments, qui d'un seul coup fait que tout ça bascule et ne fonctionne plus. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de l'influence et du rôle terrible des designers dans les villes, parce que notamment en France, le terme design est devenu un adjectif, c'est-à-dire qu'on parle d'une chaise design ou d'un banc design, en général c'est la pire des chaises et le pire des bancs, c'est-à-dire que la question est tout à fait, c'est devenu une chaise design, c'est un truc en plastique avec une couleur terrible qui est vendue souvent dans la boutique d'un musée, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est complètement, qui est incompris. Donc je pense qu'effectivement ces paysages qui fonctionnent sont des paysages qui sont liés à une forme de relation, de chimie qui fait que ça comme un plat en sauce, c'est-à-dire que d'un seul coup tout ça s'accorde. Tout ça fait sens. Vous parlez de paysages bordéliques. Dans les nombreux projets que vous détaillez, Maud Le Floch, on voit parfois un foisonnement d'initiatives. Moi, je pense que vous connaissez les Grands Voisins à Paris. C'est bordélique. Il y a un bain-bagnat. Est-ce que c'est foisonnant en tout cas? Est-ce que quand vous avez lors de votre enquête, est-ce que ces collectifs qui travaillent sur le paysage urbain, travaillent dans la ville, dans l'espace urbain, est-ce qu'ils se posent la question du beau? Alors je crois qu'on parle de plein de sujets en même temps, mais pourquoi pas, effectivement, quand vous dites l'art dans la ville est parfois, mais pas juste parce qu'il n'est pas en correspondance. Quand on parle d'art dans la ville processuel, c'est encore d'autres formes. Quand on parle de talent performatif, activiste, c'est encore autre chose. Donc c'est vrai que art et ville, c'est beaucoup de notions. Collectif.